Bonsoir, cher ami, vous qui êtes de fins et assidus lecteurs, vous à qui je remercie au nom de toute l'équipe d'Expression Livre de nous avoir suivis, soit de façon assidue, soit de façon aléatoire, durant toute l'année passée, l'année 2018. Permettez-moi de vous présenter encore une fois, au nom de toute cette formidable équipe d'Expression Livre, tous nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de tolérance pour cette année 2019. Mais nous avons la grande chance ce soir de recevoir sur notre plateau Djamel Mati. Bonsoir Djamel Mati. Bonsoir Youssef. Ça y est. Ça va? Ça va, bien. On commence l'année sur les chapeaux de roue. Attendons jusqu'à demain pour voir. Mais en principe, oui. En tout cas, vous la commencez avec moi, du moins. En tout cas, oui. De façon atomique. Si je puis m'exprimer ainsi. Alors, Djamel Mati, je rappelle quand même vos différents ouvrages, parce que ce n'est pas votre premier péché véniel, je dirais. Hein. Le bug de l'an 2000, ou la première problématique du troisième millénaire, mais là, c'était plus de votre domaine, si je puis m'exprimer, ou c'était un essai paru à l'OPU. Ensuite, là, je ne sais pas pourquoi, vous avez commencé à écrire du roman. Allez savoir pourquoi. Vous le dites, tiens, pourquoi pas. Sibircafé.com en 2003. Fatra de mots, 2004, Aigre-Doux, chez Apic, 2005, On dirait le Sud, toujours chez Apic en 2007, LSD aux éditions Alpha en 2010, enfin Yoko et les gens du Balzac, édition Shihab en 2016, que ce roman a été couronné par le Grand Prix Asia Djebar, donc en 2016. Aujourd'hui, vous revenez sur le devant de la scène en nous infligeant encore un nouveau roman. Écoutez, c'est la première émission de l'année, on a le droit un petit peu de faire les fous, comme on dit. Sentiments irradiés, c'est paru chez Chieb Éditions. Alors, avec une très belle et très prometteuse page de garde, une bombe atomique. C'est ça? Oui. Très prometteur. Hein, oui. L'avenir est là. Débuter l'année avec ça, je crois que... Il y a trop s'inquiéter. Quand on va en librairie, puis tout d'un coup on voit votre roman, la page de garde, on se dit, oui, ça doit être un conte de fées, probablement. Alors, revenons à Sentiments irradiés. Étrange roman que le vôtre, car il est difficile à cerner, dans le sens où, on va en parler, de cette fameuse bombe atomique qui est tombée, que la France a fait tomber près de Reagan, en plein désert. C'était, je crois, le premier essai atomique de la France. Elle voulait devenir une grande puissance nucléaire, faire partie des 4 grands, comme on dit à l'époque, le 13 février 1960. C'est l'un de vos sujets, mais vous ne restez pas beaucoup dessus. Hein. Pas que. C'est ce que... cette atrocité va engendrer chez votre personnage principal, Kamel, qui, d'une part, alors là, ça va être le roman qu'on va suivre, entre le désert et Paris. Et puis, il y a une troisième forme d'écriture, je dirais, qui est proche presque du roman épistolaire. Puisqu'on va voir que Kamel va écrire à un de ses meilleurs amis, Khadda,
qui lui est toujours en Algérie, à Tam, et qui va lui parler de ses pérégrinations à travers Paris, mais surtout, il va lui raconter son passé. Son passé, ses passés plutôt, oui, ses souffrances. Djebel Mati, il n'y a pas eu du tout de roman évoquant en décor ce fameux moment du 6 février 1960, du 13 février, pardon, 13. Avec une heure excessivement précise, où la France coloniale a décidé de faire éclater une bombe atomique, et vous allez nous en dire plus sur non seulement le pourquoi, mais surtout les conséquences qu'a eu cette explosion atomique sur non seulement la population, mais également, je dirais, l'environnement de cette région qui reste jusqu'à maintenant. Et même plus tard. Un cas terrible de destruction de la faune, flore, nappe phréatique, et puis surtout dans les consciences. Puisqu'on sait que, on l'a su que bien plus tard, on n'a pas mis juste des maisons en carton et de vieux chars rouillés pour voir quel serait un petit peu l'impact de cette explosion. Mais il semble que le drame de l'humanité, je dirais plus que cela, un crime contre l'humanité, il aurait eu des prisonniers qui ont été attachés à des poteaux, cagoulés, et on voulait voir aussi quelles auraient pu être les conséquences d'une explosion atomique sur des êtres humains. Ouais, des cobayes. Des cobayes. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cette idée de départ? Parce que c'est pas c'est en même temps l'essentiel, c'est l'ossature de votre roman, mais vous n'en parlez que, je dirais, sur votre ouvrage qui fait à peu près 250 pages, vous n'en parlez réellement quant au fond que, je dirais, tout au plus une cinquantaine de pages. Oui. Comment que ça a démarré? Bon, comme tous les autres romans. Donc, l'idée a commencé à germer. Bon, j'ai eu la chance de visiter le désert par mon travail. Et je suis passé par Gan, donc ça remonte peut-être à une quinzaine d'années. Ça. Et ça, c'est quand vous avez commencé à vous intéresser au désert, puisque plusieurs de vos romans se situent. J'ai eu l'occasion de le visiter par mon travail à plusieurs reprises. Et quand on est passé par Gan, bon, je connaissais déjà cette tragédie, mais bon, là, je ne sais pas comment, ça m'avait frappé d'être sur les lieux, en particulier à Hamoudia, l'endroit même où a eu l'explosion. Donc, on était après, bon, par la suite, ça a dû me rester dans la tête. Et puis, il y a une année et demie, presque 2 années, bon, j'avais vu un reportage sur l'explosion de la bombe d'Hiroshima. À la télé, et puis bon, je ne sais pas comment que ça peut arriver, comment que ça se déclenche. J'ai pris un stylo et un papier, j'ai commencé à écrire le roman. Seulement cette fois-ci, c'était sur la première explosion. Oui, parce qu'il y en a eu d'autres. Hein. Oui, par la suite, il y en a eu beaucoup d'autres. Celle-là, les Français l'ont comme appelée c'était la première. Gerboise bleue. Et moi, ce qui m'avait vraiment poussé à écrire, c'est que, je le savais, c'est que la gerboise bleue, c'est le nom, c'est un doux... C'est marrant comme les choses les plus horribles, les militaires leur donnent des noms très... C'est un euphémisme, tout simplement. Et gerboise bleue, la première bombe, elle était 4 fois plus
forte que celle d'Hiroshima. Donc, c'est pas rien. 20 000 km². Oui, exactement, 20 000 km². Donc, bon, le sujet, ça y est, je l'avais trouvé comme socle, comme balise principale, c'est ça. Après, il fallait construire l'histoire d'une manière un peu détachée, mais toujours avec des retours sur la tragédie à travers les correspondances épistolaires de Qada de Kamal avec son ami, et par la suite construire une histoire de manière à ce que cela se passe comme par hasard de l'autre côté de la Méditerranée, et avec toutes les conséquences émotionnelles et tous ces rappels sur l'histoire, parce qu'on on peut dire que pas chez l'ennemi, mais on est pour Kamel, il se retrouvait dans un pays là où il a pratiquement tout perdu dans sa vie. Donc il a vécu cette tragédie. On va le savoir petit à petit, à travers la correspondance qu'il a avec son ami Qada. On va remonter dans le temps, dans le passé, et on va connaître réellement comment a été la vie de Kamel, qui lui était un jeune homme, avocat, et qui se retrouve dans des situations complètement dangereuses à chaque fois, puisqu'il faisait partie c'était un militant de la cause de la libération. Oui. Et ses multiples passés, ses multiples exils l'ont mené quelque part dans le désert, où il a rencontré une tribu de Touaregs, et à partir de là, ça s'enchaîne et l'histoire se développe. Ça, c'est le passé. Et après, bon, il y a toujours le présent qui se rappelle du passé. Donc, dans cette... En fait, votre roman, Jabal Mati, c'est que pendant tout votre roman, en suivant les tribulations, je dirais presque, de Kamal, il est à la recherche lui-même de points de fixation sur... je dirais qu'il est tellement dans l'errance qu'il est en train de reconstruire le puzzle de sa vie. Oui. Il est mal partout. Hein, il a juste un petit moment de bonheur dans le sud. Hein. Bon, pourquoi? Parce que tout simplement il tombe amoureux du sud. Et puis en même temps, il tombe amoureux d'une très belle jeune Targueya, Kella, qui est la fille du chef de tribu, qui va presque l'adopter, hein, et qui va le sauver. Tout ça parce que il va embrasser la cause nationale. Et puis, on va lui demander petit à petit d'aller dans le sud pour aller militer là-bas. Mais en fin de compte, c'est parce qu'il fuit, lui, la police et la soldatesque coloniale. Il est à la Casbah, il est en train de militer, il est même au maquis à un moment donné. Mais bon, il est plus ou moins encerclé avec ses amis, ses frères de combat, et puis on lui dit, bon, le Sud, c'est une des meilleures caches. Hein. Et puis là, il ne connaît pas le Sud, lui, du tout, au départ. C'est quelqu'un qui va le découvrir. Oui. Hein. Alors il y a stabilité et instabilité. Il adore l'instabilité. Enfin, l'instabilité dans le monde. Ouais, il l'a pas voulu. C'est les circonstances qui l'ont mené à prendre les chemins de l'exil. D'autant plus que par sa formation d'avocat, donc lui, il n'était pas dans l'action. Dans la Révolution, il était beaucoup plus dans le juridique, dans l'administration. Et à partir de la tâche qu'on lui avait assignée, avec ses diplômes, bien sûr, il avait pratiquement
toutes les informations concernant les Moudjahidines. Ah oui, c'est lui qui faisait les rapports, c'est lui qui écrivait. Et donc, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait sortir de la capitale. Et puis, ils l'ont exfiltré, comme on dirait aujourd'hui. Oui, et parce qu'ils avaient peur que si jamais il soit fait prisonnier, ils allaient dénoncer tout le monde. Ça, c'est un peu le motif qui l'a poussé à prendre au départ avec des compagnons, par la suite tout seul. Mais une fois arrivé au sud, à Tamanrasset, après, bon, il s'était un peu posé, on peut dire ça comme ça. Jusqu'au jour où, bien sûr, il y a une personne qui l'a reconnu, qui l'a dénoncé, et à partir de là, bon, il y a eu l'exil a repris, mais seulement cette fois-ci, l'exil a été meurtrier, puisque durant leur voyage, où ils ne savaient pas où aller, ils se dirigeaient, et puis il y a eu cette tragédie qui a été pratiquement plus que traumatisante pour Kamel, puisqu'elle a changé sa vie, et à partir de là, Kamel ne vivait plus, il ne vivait que pour assouvir sa vengeance, parce qu'il a perdu. Alors il y a vengeance, mais il y a aussi une sorte de part de responsabilité chez lui, hein, parce que dans cette horreur que fut l'explosion de la bombe atomique à Regal, il va perdre pardon, 2 personnes qui vont lui être très chères, sa femme, un jeune qu'elle a, et puis son enfant. Ouais. Hein, qui venait de naître. Il y a une naissance d'un tout jeune enfant, et puis il y a quand même un petit moment, un grand moment de bonheur, même, que vous décrivez avec beaucoup de tendresse. Oui. Hein, et là, c'est le seul moment dans votre roman, Jamel Mati, où il y a une pause, enfin. Il n'est plus en fuite, ni de lui-même, ni par obligation, je dirais, physique. Hein, il n'est pas obligé de fuir parce qu'il est recherché. Enfin, on est en pleine lutte de libération nationale. Il est quand même dans un exil, puisque lui, c'est un enfant de la Casbah. Hein. Ensuite, bon, il raconte sa vie de la Casbah, il vit quand même dans un endroit un peu plus luxueux, je dirais, où il va côtoyer. C'est un quartier, il n'est pas décrit comme ça, où il y a des familles juives, des familles européennes, qui vivent, je dirais, en bonne entente. Hein, oui, parce que c'était des familles pauvres, en général. Parce que c'était des familles, disons, très moyennes. Ouais. Voilà. Pas pauvres, mais peut-être très moyennes. Il dit, bon, j'ai eu une adolescence, une enfance absolument merveilleuse. Hein. Puis d'un coup, exil obligatoire dans le Sud. Au départ, pour lui, le Sud, c'était pas franchement la panacée. Hein. Non. Du tout. Et là, il découvre la magie du Sud, comme on dit. Et en plus, l'amour. Ouais. Et puis, il aime quelque chose. Il dit, j'aime cette vie d'errance des Targhi, où, bon, c'est des caravanes. Bon, donc, on découvre à chaque moment quelque chose de nouveau dans le Sud. Et j'aime ce type de vie. Et en fin de compte, je crois que c'est ça ma vie. Oui, il était devenu quasiment un Targhi. Ouais. D'ailleurs, quand il va se retrouver à Paris, il est habillé en Targhi. Oui. Il est en burnos, avec sèche. Et pour lui, ça y est, il est. Ça y est, d'autant plus que bon, il a vécu la plus grande partie de son existence avec eux. Donc, en plus, il était arrivé à 23 ans ou quelque chose comme ça. Et là, il remonte à Paris alors qu'il a la cinquantaine. Donc, il y a beaucoup de temps qui est passé. Il a même 53 ans quand il découvre un autre type d'amour. On va voir lequel. Alors, et puis la lutte de libération nationale se termine, c'est l'indépendance. Il trouve un boulot.
un boulot à l'observatoire de géophysique. Hein, ça c'est pas gratuit, mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Mais ça existe. Non, mais ça existe. Mais c'est parce que je crois savoir que vous-même êtes de la partie, non? Un peu. Oui, je connais l'observatoire, j'y étais plusieurs fois. Et il a 2 amis. Enfin, pas tout à fait 2 amis. Il a un ami à qui il écrit pendant tout le long de votre roman, c'est Qada, qui va bien le recevoir à table, qui va faire sa vie. Là, déjà, on est en 86. Oui. Donc, on saute toute une période. Et puis, le seul ami avec qui, je dirais, il se confie, il se confesse, mais c'est plus qu'un ami. C'est son alter ego, c'est Jules Verne, son poisson rouge enfermé dans un bocal. Ah, il a une grande importance, ce personnage. Oui, oui. En fait, il ressemble étrangement à Qada. Ouais. Oui, à Oui. Kamel plutôt. À Kamel. Donc, c'est vrai que ce poisson rouge, c'est presque l'énigme ou quelque chose dans le roman. Et si Qada, si Kamel en fait un compagnon, c'est par solitude. Ouais. C'est que depuis qu'il a eu cette tragédie, depuis qu'il était seul et qu'il est revenu à l'observatoire, c'est-à-dire juste après l'indépendance. Et là, son seul compagnon, c'était Jules dans le pavillon qu'il occupait. Donc, forcément, il lui parlait. Il ne parlait pas qu'à Jules. En fait, ça c'est. Il y avait une transmission de pensée. Oui, non mais. Il a pris le fait de vivre seul. Il a vécu seul dans le désert, il a erré pendant des mois avant d'arriver. Donc, on peut dire qu'il a presque disjoncté, mais pour meubler sa solitude, il parle avec les objets inanimés ou animés. Donc comme ça il vit seul dans son appartement, il parle à son téléviseur, il parle à son frigidaire. Et ça, c'est psychologique chez les gens qui ont subi un traumatisme et qui se renferment à partir de... Ils sont obligés quand même de s'extérioriser, de raconter ses problèmes. Et c'est pour ça que je lui ai donné cet aspect de fragilité qu'il a fini par développer au fur et à mesure, jusqu'au point de discuter et même d'en faire un peu de raconter presque le récit de Jules. Mais Jules est enfermé dans un bocal, hein. Oui. Et lui aussi, hein. Lui aussi. Ils vivent en apnée. Ils vivent en apnée. Oui, parce que Jules est enfermé dans un bocal et Kamel est enfermé dans son monde, dans ses souvenirs, dans sa souffrance, dans son esprit de vengeance. Donc il y a quand même une similitude parfaite entre le petit poisson rouge et Kamel. Mais alors, la différence entre ces 2 personnages, parce que Jules vraiment devient un personnage, hein, oui, tout le long du roman. Entre ces 2 personnages, c'est que ça, c'est pas. C'est Kamel qui le dit lui-même. Il dit mais ce qu'il y a, c'est que Jules vit, certes, plus ou moins prisonnier dans un bocal. Est-ce qu'il s'en rend compte? C'est pas sûr du tout. Mais lui, au moins, il vit dans un milieu sain. Oui. C'est-à-dire que, l'eau est toujours propre, on s'occupe de lui, etc. Moi, tout ce qui m'entoure est totalement malsain. Oui. Jules est heureux, quelque part. Oui. Hein. Moi, je n'arrive pas à construire un bocal avec de l'eau saine et pure. Je n'arrête pas de me débattre que
de malédiction en malédiction. Donc je vis dans une sorte d'immense bocal qui est ma vie, où je tourne en rond. Comme Jules. Ouais. Comme Jules dans son bocal, oui. Oui, mais Jules c'est un poisson rouge, il n'a pas de conscience. Oui, mais... Donc il est heureux. Oui. Limite, pour lui, il n'aurait vu que ça dans sa vie. Mais Kamel, lui, arrive à faire cette association avec un petit animal qui, bien sûr, lui, ne ressent rien. Et il arrive quand même à en faire presque un alter ego, puisqu'il partage pratiquement le même espace, pas le même espace visuel, mais les mêmes conditions de vie. C'est-à-dire que Kamel a vécu pratiquement toute sa vie dans l'errance, et puis à partir d'un certain... juste après la tragédie, il vivait en reclus, il vivait comme Jules en apnée, c'est-à-dire qu'il ne communiquait pas, sinon qu'avec... rarement pour des raisons professionnelles avec ses collègues, mais sinon il passait ses journées dans le pavillon à macérer ses souvenirs, à se rappeler. Donc c'est quand même très, très compliqué pour lui de vivre cette situation. Donc. Alors, il n'a pas de vie, je dirais, hein, pendant tout... Il est amené à venir travailler à Tamanrasset. Étrangement, le même mois que le mois de cette horreur que fut la bombe atomique, en février 86, il trouve un poste à l'Observatoire de géophysique, et puis, tout à fait par hasard, pour passer le temps, au début on ne comprend pas très bien, je vous avoue franchement, Djamal Mati, on ne sait pas pourquoi il s'intéresserait plus spécifiquement à cette atrocité que fut cette première bombe atomique Gerboise bleue à Reagan. Bon, mais on commence déjà à se douter qu'il y a quelque chose derrière. Ouais. Alors il s'intéresse, il fait même un écrit, une communication, qui a fait que cette communication il n'avait pas un but précis en écrivant cette communication, mais elle tombe entre les mains de personnes là, à Paris, qui trouve cette communication excessivement intéressante. Et on lui dit, venez à Paris faire une conférence sur ce sujet-là, qui restait excessivement tabou, et qui reste jusqu'à maintenant tabou en France. Non, je pense qu'il y a eu des conférences, mais bon, sans... Oui, mais officiellement, je dirais. Bon, on en a un peu parlé quand il y a eu ce qu'on a appelé les demandes de compensation, je dirais, primo de reconnaissance de l'horreur que c'était, parce qu'il y a eu, je crois, 4 explosions de bombes atomiques en Algérie. Beaucoup plus. Ou plus, peut-être, même. 16. Combien 16. 16 bon, oui. Enfin, donc, si mes souvenirs sont exacts, mais c'est autour de ce chiffre-là. 16 ouais. Bon. Jusqu'en 66. Jusqu'en 66, tout à fait. On continuait, oui. Et puis, il y a quelques années de ça, je me souviens, dans les grands quotidiens nationaux, etc., on a dit, bon, il y avait même eu des mouvements qui se sont organisés en associations, qui ont pris des avocats, etc., pour demander ce qu'on appellerait des comptes à la France. C'est une association qui existe, oui. Au début, ça a fait un peu de bruit, maintenant, ça s'est complètement éteint. On en parle très peu. Oui, on en parle très peu. En fait, Kamel, à partir du moment où il a perdu ce qu'il avait de plus cher, les êtres, les deux sœurs. Donc, forcément, je l'ai dit tout à l'heure, à partir de là, bon, sa vie n'avait plus de sens. Et pendant tout son séjour, mais il était resté à Tam, à l'observatoire, parce que de toute façon, il n'avait plus où aller, d'autant plus que durant son périple, il a appris que ses parents sont décédés, donc il n'avait plus d'attache, donc, et en plus, pour lui, il était devenu un Touareg, un Targui.
Et à partir de ce moment-là, il n'avait qu'une seule envie, celle de venger peut-être, mais d'une autre manière, pas avec les armes, de se venger contre les personnes qui lui ont... Est-ce qu'au départ, c'était pas juste vouloir communiquer cette horreur? Oui, mais en fait, il le fait parce que tout simplement, il a toutes les raisons de le faire, parce qu'il a perdu sa femme et son fils dans l'explosion. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à s'intéresser à cette tragédie, et par un enchaînement de circonstances, il a envoyé une communication chez Greenpeace Paris, et donc parce qu'il y avait un colloque qui devait se passer justement sur les essais nucléaires. Et ce colloque s'est réellement tenu, pas à la même date à peu près, mais... Oui, mais c'était parce que avait été relancée l'histoire de Greenpeace, c'est ça, avec le Greenpeace bateau Rainbow Warrior en France, qui avait très mal tourné, et donc on a commencé à parler, stop. Donc après, il a envoyé sa communication qui a été retenue, et c'est ça qui fait que la plus grande partie de l'histoire se passe à Paris. À part les souvenirs, il est à Paris, et une fois qu'il est là-bas, il fait sa communication. Beaucoup de succès. Qui fait un succès, parce que en fait, il dit la vérité, et il l'a dit avec le cœur et les mots qu'il faut. Et à partir... Le texte est là, et dans votre roman. Pardon ? Le texte est dans votre roman. Oui, le texte est... Très belle page. Donc, à partir de là, s'enchaîne une succession de rencontres qui font que il se retrouve dans une situation un peu ambivalente, puisqu'il finit par rencontrer une jeune fille beaucoup plus jeune que lui. Et là, je ne sais pas s'il faut le dire et c'est à partir de là où vraiment il commence à avoir des sentiments étranges qui vont à contre-courant de ce qu'il a toujours pensé, de ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire se venger, pas physiquement, pas d'une manière brutale. Pour lui, sa vengeance, il l'a eue quand il a fait sa communication, et il s'est fait entendre, et par la suite, il y avait même des perspectives pour qu'il continue à œuvrer dans ce sens. Donc c'était surtout ça qu'il voulait. Il a eu sa vengeance, seulement cette vengeance a été contrariée par on peut appeler ça le destin, une rencontre amoureuse avec une jeune fille, et pas que une jeune fille inconnue, puisque il se trouve que au moment de l'explosion dans le bunker, il y avait un médecin qui était là-bas, qui avait assisté à l'explosion, Paul. Et il y a une relation très très étroite avec l'histoire et avec la fille entre Paul. Donc c'est toute ces rencontres imprévues qui vont forger son destin, et surtout qui vont le mettre devant un dilemme qui est pratiquement... Vous aimez bien l'idée du destin implacable, comme disaient les latins, le fatum. C'est-à-dire que vous pouvez tourner, virer, etc. Votre destin vous rattrape, parce que quand même, lui est parti pour faire une conférence à Greenpeace. Il y a celle qui l'accueille, c'est Zoé. Elle est conseillère juridique chez Greenpeace, donc elle est peace and love, un peu hippie. C'était les années. C'était les années, évidemment, contre toutes essais nucléaires quels qu'ils soient. Donc elle est fascinée par ce qu'il dit, d'abord parce qu'elle apprend des choses. Elle dit, comment nous, la France, avons pu faire cela dans ce pays? Et puis, quelle horreur, c'est-à-dire irradier, c'est des sentiments irradiés. On verra que votre titre n'est pas gratuit, parce qu'il y a en même temps cette irradiation atomique,
hein, mais ce qu'on oublie le plus souvent, c'est que il y a le phénomène physico-nucléaire, hein, qui va dévaster toute une région jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours, hein, jusqu'à ce 21e siècle, ce début du 21e siècle. Qui va déformer des enfants, qui va donner une faune complètement délirante, une flore complètement délirante, une nappe phréatique complètement fichue, un désert qui va changer complètement de configuration, je dirais, presque tectonique. Mais c'est ce que ça va donner dans le cœur des hommes qui ont subi cela, qui vont des sentiments qui sont effectivement prêts d'exploser à chaque instant comme une bombe atomique. C'est-à-dire qu'ils sont remontés comme une bombe atomique. Ce sont les non-dits qui font que la situation ne s'améliorera pas et ne s'améliore pas. Et c'est pour ça que de part et d'autre de la mer, les sentiments demeurent jusqu'à ce jour un peu irradiés parce que on ne veut pas aborder franchement ce sujet et tant que ça n'a pas été soldé, ça restera toujours avec des points de suspension qui ne sortent. Non, mais ce qui m'intéressait très franchement, Jamel Matin, dans votre roman, c'est que vous pointez du doigt. On a beaucoup parlé, quand on parle de, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, dans pratiquement tous les livres d'histoire, ou d'évocation, ou de mémoire, sur la lutte de libération nationale, ça c'est chez nous, mais de l'autre côté, c'est la guerre d'Algérie, etc. C'est comme ça que c'est dénommé. C'est que ce point-là, précis, hein, des explosions atomiques qui ont été mises en place par les Français qui voulaient devenir une puissance atomique, et pourquoi l'avoir décidé de le faire en Algérie, est franchement quasiment passé sous silence, alors que ça a été un immense crime contre l'humanité. Oui, c'est un crime contre l'humanité, qui n'a jamais été reconnu comme tel. Et puis, c'est vrai que la France venait de sortir d'une débâcle, d'une défaite en 45. Donc il fallait qu'elle, politiquement, il fallait qu'il se refasse une santé, parce qu'il y avait certains pays qui commençaient à émerger avec leur puissance. Il y avait les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne qui commençaient, pas l'Allemagne, puisque l'Allemagne... Non, mais l'ex-Union soviétique. Oui, plutôt oui, l'URSS. Et puis bientôt la Chine. Oui, la Chine un peu plus tard, mais en fait, il y avait des nations qui ont commencé à exploiter le nucléaire pour se positionner comme puissance. Donc la France, puissance militaire. Puissance militaire, oui. Puissance militaire et par la suite. Non, parce que ce qui est intéressant, c'est que bon, vous le dites à demi-mot, hein, on verra que c'est quand il va pouvoir avoir une discussion avec Paul, le père de Zoé, hein, autant Zoé, adorable, gentil, hippie, anti-guerre, encore une fois, peace and love, autant son père, qui est un homme très affable, etc., qui est médecin, hein, ou en tout cas scientifique. Oui, hein. c'est un médecin. Au début, c'est ce qu'on nous a présenté au début, d'ailleurs, pendant très longtemps. Hein, on a joué sur son sentiment. Les autorités françaises ont dit ce n'est qu'une expérience scientifique. Oui, au départ. Alors que, alors que tout le monde savait qu'il y avait des conséquences. Je ne sais pas si quand on envoie un drone bombarder un village en Syrie ou en Irak avec des missiles, si ça tient de l'expérience scientifique ou si ça tient du crime de guerre. Oui, c'est une expérience scientifique, ça c'est clair. Il fallait bien justifier ça, parce que en fait, il faut aussi se placer dans le contexte où c'était permis. Hein. Il y a eu la bombe d'Hiroshima. Bon, c'est vrai que c'était aussi dramatique, même si c'était beaucoup moins puissant que celle de Reagan. Et c'est vrai que à partir de là,
une fois qu'il y a eu ces explosions, puis par la suite plusieurs autres, bon, ce n'est que bien plus tard que bon, il y a eu les consciences qui ont commencé à s'éveiller, à dire non, c'est pas possible, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas uniquement notre désert qui a été irradié, parce que les radiations n'ont pas de frontières. Non, non, ça a été dépassé, même tous les pays attenants. Et ça Sénégal, Mali, Niger, ont été touchés. Et c'est vrai que c'est un silence qui est gênant, parce que il faut bien un jour ou l'autre aborder ce sujet et puis tirer un trait. Bon, c'est tout. Parce que tant que ça restera comme ça, je pense qu'il y aura toujours un bémol, il y aura toujours ce sentiment de radiation qui va se poser entre ces deux pays qui, normalement, par leur position géographique, par un passé partagé, même si c'est pas partagé équitablement, on devrait faire en sorte que jouer carte sur table et puis passer sur autre chose de plus constructif, de plus sérieux qui s'oriente sur l'avenir, parce que tant que c'est comme ça, c'est pas possible. Avant de vous poser une autre question toujours sur le même sujet, parce que c'est une question qui me titille, mais de façon plus légère. Beaucoup de pages de votre roman, c'est une description très attendrissante, très belle, de Paris. Oui, oui, parce que vous nous emmenez dans une balade, mais dans tous les coins de Paris. Oui. Évidemment, elle est plus beau, hein. Oui, forcément. Parce que c'est une belle ville, là. Oui, non, ça le reste. Hein. Écoutez, imaginez 2 minutes quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui, c'est le cas de Kamel, il a toujours vécu dans le désert, où il y a les 4 horizons qui l'entourent, sans plus. Les seuls reliefs qu'il a, c'est les montagnes les dunes, et la sécrève, ou le reg. Et là, il atterrit un soir de pluie, il va à l'hôtel, et puis le lendemain matin, il sort, il pleut bien sûr là-bas, en février. Il pleut pratiquement tout le temps. Hein, oui, il pleut, on est en février quand même, donc il ne faut pas s'attendre à un miracle. Et là, il commence à visiter, et il découvre une très belle ville. Ouais. Et lui, il met toujours Targui comme il est, il met toujours en balance l'architecture de Paris, qui est très belle. Et il met toujours en balance, en comparaison avec l'architecture du désert qui, elle, n'a pas été faite par les hommes, mais par la nature. Donc, il est ça, et c'est pour ça que, au fur et à mesure qu'il découvre, faut dire que après tant d'années, c'est-à-dire que maintenant il a l'esprit un peu reposé, d'autant plus qu'il a réussi sa mission, donc il va, il se balade, il est content d'avoir. Alors il est content, et en même temps il est très souvent enfermé dans sa petite chambre d'hôtel. Oui, parce que le soir, c'est son passé qui le rattrape. Ça. Et son passé qui le rattrape, parce que c'est vrai que ces journées, il a appris à les dompter, même à Tam, il sort, et surtout à Paris. Il est invité par son cousin Darman. Oui, donc il vit une vie. Seulement le soir, quand il est seul, soit dans la chambre d'hôtel, soit chez lui, il est face à son miroir. Hein. Après, il y a ses souvenirs qui viennent l'habiter. Ça, c'est inéluctable. Et c'est pour ça que le matin, dès qu'il sort, il commence à visiter, il commence à voir les lieux, visiter les musées, visiter les jardins, parce qu'il a besoin quand même de s'aérer un peu l'esprit. À Tam, il a moins de chance que quand il est à Paris. À Paris, il a profité. Alors, il aime bien cette partie de la vie à Paris, mais en même temps, je me demande si... c'est ce que vous dites dans votre roman Maté, c'est que dès qu'il est seul, il est rattrapé par son passé. Dans sa chambre, ou même quand il erre la nuit dans Paris, où il lui reste plus que, malheureusement, pour s'assommer, si je puis m'exprimer ainsi, à aller dans les bistrots, ou à s'enivrer à mort, pour pas que les cauchemars ne viennent hanter ses nuits.
il a en même temps il y a quand même des moments où une sorte de détestation de cette ville qu'il trouve pluvieuse, trépidante, grise, où les gens ne se regardent pas, ne se voient pas, et pourtant ils sont dans une des plus belles villes du monde. Il dit, ils n'ont même pas le temps de voir. Hein, toujours pressé. Etc. Alors que nous n'avons pas tout cela, et pourtant, ça ne nous fait pas peur, je dirais presque. Ça ne me fait pas peur de marcher la nuit dans le désert avec ma voûte céleste, hein, ou alors la journée, mon bleu azuréen. Je peux, mais mes cauchemars m'assaillent beaucoup moins. Alors que dans cette ville, c'est pas parce que c'est Paris, c'est pas parce que c'est la France, c'est pas parce que seulement c'est la France qui est coupable et responsable, hein, de cette atrocité que furent les nombreuses bombes atomiques qui ont explosé dans mon pays. Non, il y a autre chose. Il y a quand même autre chose. Il est dans le bocal. Hein. Oui, oui. À Paris, il est dans le bocal. Hein. À Paris, il est dans le bocal. À Tam, il ne l'est pas. Hein. À Tam, moins, parce que bon, il y a le temps qui adoucit aussi les blessures. Et puis, il y a l'espace. Il y a l'espace. Et puis, il est avec des amis, donc ils sont toujours là, parce qu'ils connaissent aussi sa tragédie, donc ils sont près de lui. Mais à Paris, il est seul. Ouais. Il est seul dans sa chambre d'hôtel. Bon, le matin, quand il est occupé, ou il est invité, ou il se balade, bon, ça peut passer. Mais le soir venu, bon, là, c'est ces cauchemars qui reviennent hanter ses nuits. Il va même plus loin, c'est qu'il refuse. Quand on l'invite le soir, ou quand Zoé, cette belle jeune femme, qui va tomber petit à petit amoureuse de lui, parce que c'est un être mystérieux, hein, pour elle. Et en même temps, il colle un petit peu à ses idées. Oui. Bon, non. Oui, oui, parce que en fait, il a toujours en veilleuse dans sa tête cette tragédie, et surtout, il a toujours en tête et dans un coin de son cœur la présence de Kella. Donc, et son enfant. Et son enfant. Donc, c'est vrai que bon, avec le temps. Bon, est-ce qu'il n'est pas en train de se fabriquer une psychose Mais il est en pleine psychose. Oui, mais est-ce qu'il n'est pas en train de la nourrir? Oui, il la nourrit. Il la nourrit. Il le sait. Il le sait, mais il ne peut pas faire autrement. Ouais. Il sait très bien que parti comme ça, c'est parce que ses copains sont donc. Oui, c'est un voyage sans retour. Même à celui à qui il écrit Qada, son meilleur ami à Tam, etc. Où il écrit, je sais pas, 7 ou 8 lettres, 7 je crois, puis une dernière qui est très très belle, qui n'envoie pas, qui ne lui envoie pas, c'est ce qu'on appelle parce qu'elle était caduque, imprévue. Il se confie petit à petit. On va pas raconter là, mais on voit son parcours. Hein. J'ai l'impression qu'il aime presque être dans cet état-là. Que même quand il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, je pense à Zoé, je pense à d'autres, même Dahman, qui avec sa femme Henriette, qui n'arrête pas de l'inviter dans les plus beaux restaurants, dans les plus beaux lieux de Paris. Zoé le balade, etc. Alors qu'à chaque fois, il se dit non, je veux rester dans ce monde de noirceur que j'ai construit, et c'est pour ça qu'il est toujours en train de s'enfermer dans cet hôtel. Ça a l'air un peu sordide. Hein, non, parce que ça a une raison. Parce que il a quand même ces remords qui ne le quittent pas. Le remords, peut-être jusqu'à aller à la culpabilité. Parce que au moment où il avait pris le dernier exil en pleine nuit, ils sont partis avec des amis pour fuir Tamanrasset. Et il avait pris sa femme et son enfant, il l'a pris, et il aurait bien pu... Parce que c'est le seul survivant. Hein. Oui, c'est le seul survivant de tout ça. Donc, il faut se mettre dans la tête
parce qu'il se rappelle que lui seul a survécu alors que la chair de sa chair et son unique amour, il les a enterrés de ses mains. Ses propres mains. Donc c'est pas évident, parce que même s'il arrive à vivre certaines heures dans la journée ou dans le jour où il rit, mais le soir, quand il est seul, que ce soit à Tam et surtout à Paris, quand il... Mais quand même, Mati, durant tout le roman, je dirais que Kamel, encore une fois, il est presque, pas amoureux, mais je dirais, il nourrit grandement sa douleur. Il est à la limite de la schizophrénie. Oui, mais j'avais le choix. J'ai vraiment pensé à ça au moment de l'écriture, mais je pense que le mot est juste. Il a vécu tellement d'années avec ce poids sur le cœur que bon, je ne pense pas qu'un jour il puisse en guérir, non. Même à la fin, parce que c'est pas possible, on ne peut pas s'en sortir. Il a cultivé pratiquement cette haine et ce remords. Donc il lui faut quand même beaucoup de séances de psychanalyse pour qu'il s'en sorte. Et encore. Quelques minutes avant la fin, Jamal Mati pour Sentiments irradiés, paru aux éditions Shihab. En fait, votre roman ne se termine pas, ça termine comme pourrait l'entendre, comme pourrait le vouloir votre lectrice ou votre lecteur, n'est-ce pas? C'est pas très bien, parce que il y a, à part les lettres qu'il envoie à son ami Rada, il y a une lettre absolument d'un amour déchirant de Zoé à la fin, qui va faire peut-être basculer, ouais. Hein, adoucir les sentiments. Peut-être adoucir ou le apaiser. Mettre dans un pire choix cornélien, peut-être. Oui. Ouais. Dans un pire choix cornélien. Si je déteste résumer, mais pour moi, votre personnage principal est en exil géographique, physique, et un exil intérieur constamment dans vos 200 et quelques pages. Je conclurai en disant, on se demande si ce personnage que vous avez créé, qui est incroyable, hein, incroyable, traversé par tant de sentiments confus, par tant de sentiments irradiés, hein, ne se complaît pas dans ces deux exils et en a fait sa vie parce qu'il a, là où on le prend, il a quand même 53 ans, c'est quand même pas un petit jeune hein, qui peut aller vers une autre voie et que peut-être va-t-il continuer ainsi parce que c'est sa seule possibilité de survivre et la douleur et peut-être de sentiments nouveaux, d'amour, hein, une nouvelle vie, eh bien c'est de rester toujours en exil sur le fil du rasoir. Oui, mais à la fin, on ne le sait pas. On ne sait pas s'il va embarquer ou il va rester. Il est à l'aéroport, il ne sait pas. Donc c'est vrai que la fin, je ne pouvais pas trancher sur une fin, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Non, c'était impossible. C'était impossible, parce que raconter tout ça pour qu'à la fin ça se termine par un happy end ou une fin dramatique. Ou une fin dramatique, bon, non, c'est pas le cas. Donc ça reste en point de suspension, c'est au lecteur de faire son choix, voilà. De se faire une idée. Sentiments irradiés, signé Jamal Mati, un roman paru chez Shihab Édition. Merci encore mille fois, Jamal Mati, d'être venu nous voir sur le plateau d'Expression Livre. Et je rappelle que votre roman Yoko, dans le monde de Balzac, c'est ça? Les gens du Balzac. Chez les gens du Balzac, pardon, a été lauréat du Grand Prix Assia Djebbar en 1916. D'autres romans, des romans qui sont difficiles à trouver aujourd'hui, hein, parce que pour la plupart, ils sont épuisés, et tant mieux. Oui. Comme LSD,
ou alors Sibir Kafi. Non, il n'y a plus de Et traces. puis toujours chez vous, ce sentiment d'amour infini pour le désert, pour une sorte d'errance, et puis les balises. Bon, mais malheureusement, le B114, c'est fini pour notre ami Kamel. Il n'a plus de balises. Je l'espère. Je l'espère pour lui. Sa balise, c'est essayer d'aller de plus en plus en avant, mais avec tellement de chemins ouverts qu'il ne sait plus lequel prendre. Et à la fin, ben, tant mieux. C'est pas à nous de décider, C'est le destin. c'est à lui. C'est même C'est à pas lui lui. de décider. C'est à lui, ouais, c'est pas au lecteur. C'est certainement pas au lecteur, certainement pas à l'auteur, Non, oui. jamais. Peut-être un peu à Kamel, et encore parce qu'il a le sceau du destin sur la tête. De toute façon, cette histoire, dans la réalité, cette tragédie plutôt, n'a pas encore fait. Il n'y a pas encore un point final. On n'a pas mis un point final. Donc ça restera toujours en suspens et les sentiments demeureront probablement moins apaisés, pour ne pas dire irradiés. Et bien malheureusement, ça rappelle pour beaucoup les conséquences néfastes après l'explosion d'une bombe atomique. Ça dure pendant des siècles et des siècles. Des millénaires. Des millénaires. Des millénaires. Alors je suis encore loin du compte. Des millénaires. Eh bien c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Donc ça ne peut pas. Sentiment irradié, Djamel Mati, roman paru chez Shihab Éditions. 1000 fois encore d'être venu sur le plateau d'Expression Merci. Livre. Et puis souhaitons donc une nouvelle fois nos meilleurs vœux à ceux qui sont les amis d'Expression Livre, ceux qui regardent, encore une fois, soit de façon assidue, soit de façon aléatoire, votre magazine littéraire sur votre chaîne préférée, Canal Algérie. Merci 1000 fois, Djamel Mati. Merci. Allez, bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Non, c'est pas parce qu'on est en 2019 que je changerai la fin de mon émission. À la semaine prochaine. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Et puis la semaine prochaine, ben, ça sera le même jour, la même heure, et puis la même punition. C'est tout, c'est comme ça. Allez, bonne soirée.